Our final story today is about Bad Bunny's halftime performance at the Super Bowl. Because for 14 minutes, the Puerto Rican rapper took to the stage at one of the world's biggest sporting events in front of millions. But then Donald Trump hopped online. The president posted that the show was absolutely terrible and complained that nobody understands a word this guy is saying. Well, suddenly, the show became more than just entertainment. Here's our report. Le dimanche soir 8 février 2026, alors que la finale du Super Bowl approchait de la mi-temps, un commentaire publié par Donald Trump sur son compte officiel Truth Social a brisé la bulle sportive et culturelle qui servait habituellement de trêve temporaire dans le calendrier politique américain. Le président, en pleine retransmission en direct du Super Bowl LX entre les Kansas City Chiefs et les Detroit Lions à l'Allegiant Stadium de Las Vegas, a décidé de s'exprimer contre le spectacle de la mi-temps animé par Bad Bunny, l'un des artistes les plus populaires du moment. Le message, publié alors que des millions de personnes regardaient encore le spectacle, était rédigé sur un ton sévère, avec des accusations qui allaient au-delà de la critique artistique et se présentaient comme un jugement sur les valeurs morales de l'Amérique. Trump a écrit que le spectacle était une insulte à la grandeur américaine, déplaisant pour les enfants, et une honte qui fait honte à notre pays devant le monde. Dans le même message, il a mélangé indignation, esthétique, critique linguistique, comparaison avec le marché financier et même mention de changement dans les règles du football américain, concluant par sa signature habituelle « Make America Great Again, Donald J. Trump ». Pour beaucoup, cela pouvait sembler être une provocation typique du président, mais le contexte et le timing révélaient un mouvement plus large. La performance de Bad Bunny avait déjà été interprétée comme un geste de reconnaissance de la diversité culturelle des États-Unis, avec des passages en espagnol, la présence de danseurs latino-américains et des éléments visuels liés à la communauté portoricaine. Produit par une équipe mixte de réalisateurs latinos et américains, le spectacle a été regardé par plus de 130 millions de personnes, un chiffre qui, selon les estimations de Nielsen, est devenu le plus élevé de l'histoire pour une mi-temps du Super Bowl. Cela seul indiquerait déjà un moment historique. Mais lorsqu'un président décide de lancer une attaque frontale contre ce symbole culturel, alors même qu'il est diffusé, la signification institutionnelle prend une autre dimension. La critique ne portait plus seulement sur les goûts personnels ou les préférences esthétiques. Il s'agissait clairement d'une tentative de présenter en direct l'un des plus grands événements culturels du pays comme un champ de bataille idéologique. Et, une fois de plus, il ne s'agissait pas d'un épisode isolé. Trump est allé au-delà du simple malaise. Il a insinué que le spectacle, n'étant pas en anglais, ne représentait pas les normes américaines et que personne ne comprenait ce qui était dit. La réaction a été immédiate et pas seulement de la part du grand public. Des personnalités telles que J.J. Watt, ancienne star de la NFL, ont ironisé sur X, anciennement Twitter. « Ai-je compris un seul mot? Non. Mais c'était une ambiance. » Même Emily Moreno-Miller, épouse de Kash Patel, l'un des anciens conseillers les plus fidèles de Trump, a écrit que l'image de marque du spectacle était brillante et esthétiquement impeccable. En d'autres termes, les réactions ne sont pas venues uniquement des voix de l'opposition politique. Elles sont venues de l'intérieur même de la bulle conservatrice, révélant quelque chose. Le malaise institutionnel qui émerge lorsqu'un symbole culturel échappe au contrôle du discours politique dominant. Et ce n'était pas un problème de communication, mais un signe de décalage réel. Le problème n'était pas seulement que Trump avait attaqué Bad Bunny, c'était qu'il l'avait fait pendant le plus grand événement télévisé des États-Unis, ignorant délibérément le fait que le spectacle était en cours et était ovationné. Au moment de la publication, les données d'audience en temps réel indiquaient déjà un engagement record. La tentative de boycott
de la part de groupes conservateurs, y compris des campagnes d'extinction collective pendant la pause, a échoué lamentablement. Le geste de Trump a non seulement sous-estimé la force culturelle de Bad Bunny, mais a également révélé une lecture erronée du moment. Pire encore, cette lecture a été renforcée par d'autres personnalités de droite qui, tentant de doubler la mise, ont également réagi sur les réseaux sociaux. Megyn Kelly a déclaré qu'elle préférait les émissions en anglais avec des gens qui aiment l'Amérique. Clay Travis s'est demandé si un autre pays permettrait que son principal événement culturel se déroule dans une langue étrangère. Et Benny Johnson, de Turning Point USA, a utilisé le jargon de la génération Z pour dire que l'événement avait été surpassé par sa propre programmation alternative, que, ironiquement, même Trump n'a pas regardé. Ce contraste a révélé un malaise générationnel qui s'accumulait dans les coulisses du Parti républicain depuis la fin de l'année 2025. Des sondages récents du Pew Research Center et de CNN Elections montraient une chute drastique de la cote de popularité de Trump parmi les électeurs de la génération Z. En février 2025, il conservait encore un indice de popularité net positif, plus 10 points dans ce segment. 12 mois plus tard, ce même indicateur a chuté à moins 32 points, une baisse de 42 points dans un groupe électoral qui se montrait déjà volatile, mais qui avait surpris positivement les républicains lors des élections précédentes. Sur le plan institutionnel, l'effondrement du soutien parmi les jeunes suscitait une inquiétude stratégique. C'est dans ce contexte de démobilisation culturelle que Trump a décidé de cibler un symbole populaire parmi les plus jeunes, en direct, à l'échelle nationale. Ce geste semblait davantage être une réaction émotionnelle qu'un mouvement tactique. Pendant ce temps, de l'autre côté, le Parti démocrate n'avait rien à faire. Il lui suffisait de republier des images de Bad Bunny avec la légende All American Halftime pour capturer l'esthétique de l'inclusion sans prononcer un seul mot d'attaque. La stratégie était claire. Laisser la réaction adverse devenir le bruit lui-même. Et cela a fonctionné. Quand on observe le comportement du jeune électorat, on se rend compte que le spectacle a non seulement été bien accueilli, mais qu'il a également généré des mèmes, des remixes et un engagement massif sur des plateformes telles que TikTok, Instagram et YouTube Shorts. La réaction spontanée a été perçue comme un contrepoint culturel à la tentative de délégitimer l'artiste pour des questions linguistiques et d'identité. Et c'est là qu'intervient une observation cruciale. Il ne s'agissait pas seulement de musique ou de danse. Il s'agissait de savoir qui a le droit d'occuper le centre d'un pays. Et pour de nombreux jeunes, la réponse a été donnée sans mots, à travers l'image, l'ambiance et l'identification au spectacle. Plus qu'un différend esthétique, cet épisode a clairement montré que le Parti républicain, sous la direction de Trump, éprouve de réelles difficultés à comprendre le nouvel environnement culturel. La tentative d'imposer des paramètres rigides d'appartenance culturelle avec la langue, l'esthétique et l'idéologie comme filtre semblait dépassée. Pire encore, contre-productive. La réaction du public a été d'accueillir favorablement le spectacle et de rejeter la tentative de censure déguisée en critique. Le scénario a mis en évidence une asymétrie entre la stratégie de confrontation et l'écosystème culturel réel, où les artistes latinos, la diversité des langues et les formes alternatives d'expression font déjà partie intégrante de ce que signifie être américain aujourd'hui. Ce qui était auparavant considéré comme différent est désormais au centre. Et Trump, avec sa publication, s'est mis en marge de cette réalité en pleine diffusion en direct. Ces moments, bien que brefs, sont très révélateurs. La culture ne reflète pas seulement la politique, elle l'anticipe. Et lorsqu'un événement comme le Super Bowl devient un champ de bataille, l'enjeu n'est pas seulement un spectacle, mais la capacité d'un discours politique à rester en phase avec les réalités de la société. Dans ce cas, le décalage était visible. Le geste de Trump, peut-être conçu comme un signe de force, a mis en évidence une faiblesse stratégique.
En s'opposant frontalement au spectacle le plus regardé de l'année, il a exposé sa propre distance par rapport à une partie importante du pays. Si vous considérez qu'il est important de comprendre comment les conflits stratégiques et institutionnels s'entremêlent dans les coulisses de la politique américaine, cette chaîne est un espace éditorial qui suit ces signaux en profondeur et dans leur contexte. Et cette histoire, comme tant d'autres, est loin d'être terminée. C'est dans ce contexte que l'épisode impliquant Donald Trump, Bad Bunny et le Super Bowl LX commence à prendre une ampleur qui dépasse le simple désaccord entre un homme politique et un artiste. Lorsque la réaction du public a ouvertement remis en cause le discours que l'aile conservatrice tentait d'imposer, le centre de gravité du débat s'est déplacé. Il ne s'agissait plus seulement de la figure du président ou de l'esthétique du spectacle de la mi-temps. Ce qui était en jeu, c'était la capacité même des institutions politiques à suivre ou à capter l'imaginaire d'une nouvelle génération. Cela est devenu évident dans les coulisses de la Commission nationale républicaine, où des alliés de Trump, tels que Charlie Kirk et Benny Johnson, ont commencé à défendre ouvertement l'idée que la culture pop actuelle ne représente plus les véritables valeurs américaines. Cette phrase a été répétée à plusieurs reprises au cours de la semaine suivante dans des vidéos, des podcasts et des publications, dont beaucoup étaient promus par Turning Point USA, qui avait tenté d'organiser un spectacle parallèle à Las Vegas avec Kid Rock comme attraction principale. Mais cet effort de contre-programmation a révélé plus qu'une simple intention. Il a exposé le degré de déconnexion stratégique avec le public cible qu'il prétendait vouloir reconquérir. Ce concert alternatif, organisé dans un espace fermé du Venetian Resort, a été retransmis en direct sur des plateformes partenaires de la droite numérique, mais a été ignoré même par Trump, qui a préféré commenter le concert principal, celui de Bad Bunny, pendant qu'il se déroulait. Ce geste a été interprété comme un recul, même involontaire. Même le public présent à l'événement parallèle a rapporté que la performance de Kid Rock était principalement en playback, avec des défauts techniques et peu d'énergie. Des commentaires tels que celui de Jordan Schachtel, l'un des influenceurs de la nouvelle droite en ligne, ont même suggéré que l'événement ressemblait plus à une parodie qu'à une affirmation d'identité. Cette différence entre ce qui avait été promis et ce qui a été livré, tant en termes de contenu que d'impact, a contribué à faire perdre de son élan au discours conservateur en dehors de ses propres cercles. Et c'est là que les données institutionnelles commencent à peser. Des sondages d'opinion publiés par le Pew Research Center, 3 jours seulement après le Super Bowl, ont montré une augmentation de 12 points de la perception positive des jeunes à l'égard du Parti démocrate. Le mouvement a été presque instantané, en particulier chez les électeurs âgés de 18 à 29 ans, qui ont réagi de manière visiblement contraire à la rhétorique anti-immigrée et anti-latino implicite dans les critiques du spectacle. Selon les données, le mot le plus associé à l'image du Parti républicain cette semaine-là était « exclusion ». Et ce n'était pas seulement une tendance sur les réseaux sociaux. Il y a également eu des répercussions tangibles dans la sphère politique. À partir de ce moment, certaines personnalités importantes au sein même de la structure républicaine ont commencé à manifester leur malaise. Élise Stefanik, par exemple, qui tentait d'élargir sa base auprès des électrices des banlieues et des jeunes conservateurs indépendants, a évité de commenter l'épisode. Le sénateur Tim Scott, considéré comme l'une des figures qui cherchent à rallier le centre de l'électorat, a déclaré dans une interview à CBS News qu'on ne peut pas gagner des élections en excluant des personnes de la scène nationale. Bien que brève, cette déclaration a été interprétée comme un message direct, bien que voilé, à la stratégie adoptée par Trump. Le malaise s'est également propagé au Comité national républicain, où les alliés de Ronna McDaniel, encore présidente par intérim du comité à l'époque, ont commencé à discuter en interne de la viabilité de maintenir une rhétorique qui ferme plus de portes qu'elle n'en ouvre.
Le problème était clair, l'attaque contre le spectacle avait réactivé un souvenir récent chez les jeunes électeurs, celui que la politique de Trump ne se limitait pas à l'économie ou à l'immigration, mais aussi à la définition de qui appartient au pays et qui n'y appartient pas. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la réponse publique ne s'est pas limitée aux artistes et aux influenceurs. Les dirigeants politiques démocrates ont profité de l'occasion pour amplifier, avec une élégance calculée, le message contraire. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a publié une image de la performance de Bad Bunny avec la légende « Voici le vrai pays, jeune, créatif, diversifié, mondial ». Alexandria Ocasio-Cortez, députée de New York, a été plus incisive et a écrit « Ce à quoi nous assistons est une tentative désespérée de réécrire les contours de l'identité américaine. Mais les gens ont déjà décidé où ils se sentent représentés. » Même des personnalités qui évitent généralement les polarisations, une culturelle, comme le sénateur Raphaël Warnock, ont commenté l'épisode de manière subtile, soulignant que la culture est vivante et la politique doit l'écouter, pas la réduire au silence. Pendant ce temps, les médias liés au Trumpisme tentaient de maintenir l'indignation. Sean Hannity, sur Fox News, a ouvert son émission de lundi avec un éditorial contre ce qu'il a appelé l'esthétisation du chaos au Super Bowl. Laura Ingraham a accusé la NFL de vendre une idéologie identitaire plutôt que du divertissement familial. Et Tucker Carlson, sur sa chaîne indépendante, s'est demandé si les États-Unis contrôlaient encore leur propre discours culturel. Mais même dans ces discours, l'inquiétude était perceptible. L'impact politique réel de la réaction publique indiquait que la guerre culturelle ne suivait plus les mêmes règles qu'auparavant. Il ne suffisait plus d'appeler au boycott ou d'accuser la gauche culturelle. Il fallait faire face à l'idée que la jeunesse elle-même, autrefois courtisée comme un atout républicain en plein essor, avait commencé à s'éloigner non seulement du style de Trump, mais aussi du contenu qu'il représentait désormais. Et cela est devenu encore plus évident dans les bureaux d'analyse de campagne. Selon les informations recueillies par Politico, les conseillers liés à la campagne de Ron DeSantis et Nikki Haley, tous deux essayant encore de rester pertinents au sein du parti, ont commencé à revoir leur stratégie numérique afin d'éviter toute association directe avec cet épisode. Bien qu'aucun des deux ne se soit exprimé publiquement, ce silence calculé a été interprété comme une tentative de se protéger de l'usure. En revanche, le Comité national démocrate a intensifié l'utilisation de l'image de Bad Bunny dans ses supports de communication destinés aux électeurs latinos et aux jeunes. Une affiche numérique portant le slogan « L'avenir parle plusieurs langues » a été distribuée par les sections locales du parti dans des États clés tels que le Nevada, l'Arizona et la Pennsylvanie. Il ne s'agissait pas seulement d'une contre-attaque politique, c'était un geste de repositionnement stratégique dans le cadre d'une dispute culturelle qui avait été initiée par l'autre camp. Cette escalade institutionnelle a également atteint le Congrès. Les membres du groupe progressiste ont lancé une série de brèves déclarations à la Chambre des représentants, citant cet épisode comme exemple du décalage entre les dirigeants conservateurs et la réalité du pays. Cori Bush, député du Missouri, a déclaré que lorsqu'un président s'en prend à une expression culturelle légitime lors du plus grand événement national, il ne se contente pas d'exprimer son opinion, il tente de contrôler ce dont on a le droit d'être fier dans ce pays. Jamal Bowman de New York a été plus direct en déclarant que ce type de rhétorique a des conséquences, car il autorise d'autres formes d'exclusion. Aucune de ces déclarations n'a été convertie en proposition législative, mais l'enregistrement dans les annales du Congrès a clairement montré que cet épisode avait déjà transcendé la sphère du divertissement. De l'autre côté du spectre politique, la réponse institutionnelle républicaine a été plus modérée,
Kevin McCarthy, qui tente toujours de regagner de l'influence au sein du parti après une année mouvementée, s'est contenté de dire que chaque Américain a le droit de critiquer ce qu'il veut, y compris les spectacles de football. Cette déclaration, vague et protocolaire, a été interprétée comme une tentative d'éviter davantage d'usure. Mike Johnson, président de la Chambre des représentants, a quant à lui tenté de réorienter le débat en mainsentiant, affirmant que le pays devrait se concentrer sur la sécurité des frontières et l'économie, et non sur des célébrités qui dansent pendant la mi-temps. Mais cette tentative de changement de sujet semblait déplacée, surtout compte tenu de l'ampleur publique qu'avait prise l'épisode. À ce niveau d'exposition, ignorer le sujet n'est plus une option. À ce stade, les analystes qui suivent le comportement électoral américain ont commencé à se rendre compte que le Super Bowl LX était devenu involontairement un baromètre politique, non seulement en raison de l'affrontement entre Trump et Bad Bunny, mais aussi parce que cet affrontement a mis en évidence la différence entre les institutions qui tentent de contrôler le flux de la société et celles qui s'y adaptent. La NFL, bien que sous la pression de segments plus conservateurs, n'a publié aucune déclaration sur le contenu du spectacle et les principaux sponsors, tels que PepsiCo, Verizon et State Farm, ont maintenu leur campagne sans modification. C'était une façon de prendre position. Et dans ce cas, le message était clair. Le spectacle a plu et les chiffres le confirment. Il y a des moments où la culture anticipe ce que la politique refuse encore d'accepter. Et lorsque cela se produit, les institutions doivent décider si elles suivent ou résistent. L'épisode du Super Bowl ne s'est pas terminé par un tweet. Il a déclenché une série de repositionnements stratégiques et de réalignements qui, petit à petit, révèlent à quel point la dispute peut reconfigurer l'espace institutionnel. L'analyse continue de ces mouvements, avec leur contexte, leur nom et leurs conséquences réelles, est essentielle pour comprendre ce qui est en jeu. C'est pourquoi, si vous suivez cette chaîne, sachez qu'ici, la culture n'est pas du bruit. Elle fait partie du système. Et ce qui a commencé par un spectacle continue de résonner bien au-delà des lumières de la scène. À partir des informations recueillies et des analyses publiées dans les 48 heures qui ont suivi le Super Bowl LX, diverses interprétations se sont consolidées sur ce qui était réellement en jeu ce soir-là. Pour une partie des analystes politiques, la position de Donald Trump doit être comprise comme faisant partie d'un répertoire déjà connu de confrontations culturelles qui, bien qu'usées, conservent encore une valeur symbolique auprès de son électorat le plus fidèle. Selon cette interprétation, même avec la perte progressive du soutien des plus jeunes, Trump continue d'opérer selon une logique de mobilisation segmentée. L'objectif ne serait pas d'élargir sa base, mais de renforcer l'identité de ceux qui sont déjà alignés. La critique adressée à Bad Bunny, formulée lors de l'événement, télévisé le plus regardé aux États-Unis, aurait fonctionné comme un geste calculé pour réaffirmer des frontières symboliques. Selon cette lecture, l'impact central ne résiderait pas dans le rejet de l'artiste, mais dans la réaffirmation d'un espace discursif où le malaise face à la diversité se transforme en cohésion politique. D'autres observateurs, cependant, considèrent cet épisode comme une erreur d'appréciation. Pour des analystes tels que Jennifer Rubin, chroniqueuse au Washington Post, et David Frum, ancien conseiller du président George W. Bush et critique persévérant du Trumpisme, cet incident a révélé une mauvaise lecture du moment historique. Tous deux soutiennent qu'en transformant un spectacle culturel en adversaire politique, Trump a révélé non seulement son intolérance, mais aussi un éloignement croissant par rapport aux transformations culturelles du pays. Rubin a écrit qu'il avait perdu la capacité d'interpréter la culture comme un indicateur politique pertinent. Frum a été encore plus direct en affirmant que les conflits culturels n'ont d'effet que lorsque l'on comprend le terrain sur lequel on agit. Dans cette optique, le Super Bowl LX a symbolisé un décalage entre la rhétorique de Trump et l'esprit qui prédomine parmi les nouvelles générations aux États-Unis,
dont les formes d'identification ne suivent plus les mêmes normes que celles des périodes précédentes. Entre ces deux interprétations, il existe une troisième approche qui élargit le champ de l'analyse. Selon cette approche, l'épisode doit être compris comme faisant partie d'un problème structurel plus large. La difficulté des dirigeants publics à adapter leur discours à un pays qui a connu de profonds changements dans sa composition démographique, son langage et ses codes symboliques. Le politologue Larry Sabato, de l'Université de Virginie, a résumé cette vision en affirmant que ce qui s'est passé avait moins à voir avec Bad Bunny qu'avec la persistance d'une idée du pays qui ne trouve plus de soutien majoritaire. En ce sens, cet épisode a mis en évidence un dilemme institutionnel important. Dans quelle mesure le système politique américain est-il prêt à faire face au choc entre des structures de pouvoir fondées sur des identités rigides et une société qui se reconnaît de plus en plus dans la pluralité? Le débat a également progressé dans le milieu universitaire. Des chercheurs tels que Ian Haney Lopez, de l'Université de Californie à Berkeley, spécialiste du langage politique et de la race, ont observé que cet épisode dépassait la simple dimension d'un dérapage rhétorique. Pour Lopez, il existe une tentative récurrente de marginaliser la présence latino-américaine dans l'imaginaire public des États-Unis. Cette dynamique ne se limite pas au discours sur l'immigration ou les frontières, mais se manifeste également lorsqu'on remet en question la légitimité d'un artiste à se produire en espagnol sur la plus grande scène télévisée du pays. Dans cette perspective, le langage utilisé par Trump n'est pas neutre, car il réactive des codes historiques d'exclusion désormais reformulés sous l'apparence d'une indignation morale. Dans le même temps, certains analystes mettent en garde contre le risque de surestimer les effets immédiat de cet épisode. Le journaliste Chris Cillizza, commentateur politique sur CNN, a souligné que, bien que la réaction des plus jeunes ait été favorable au Parti démocrate, rien ne garantit que cela se traduira par un engagement électoral constant. Dans une interview accordée à National Public Radio, il a rappelé que les réactions émotionnelles ne génèrent pas nécessairement des engagements politiques durables. Cillizza souligne que cette même génération, aujourd'hui culturellement opposée à Trump, présente également des niveaux élevés de méfiance à l'égard des institutions politiques formelles, ce qui peut limiter les impacts concrets d'épisodes tels que celui du Super Bowl LX. C'est dans ce contexte d'incertitude que l'épisode prend toute sa dimension politique. Il ne s'agissait pas seulement d'une confrontation entre un président et un artiste. Ce que l'on a vu était une synthèse des tensions qui traversent la vie publique américaine en 2026. Disputes autour des symboles, crise de représentation culturelle et tentative de réglementer le langage, les corps et les accents. Chaque geste et chaque réponse s'inscrivent désormais dans un jeu plus large, dans lequel la politique ne se limite plus à gouverner ou à administrer, mais cherche également à définir l'esthétique, la langue, et qui peut occuper le centre de la scène publique. Au sein du parti républicain, les effets de cet épisode continuent de faire débat. Des conseillers proches de Donald Trump, comme Jason Miller, ont soutenu dans des conversations privées que la critique du spectacle était une réponse légitime à ce qu'ils décrivent comme la présence d'un agenda progressiste dans les événements sportifs. En revanche, d'autres dirigeants, comme l'ancien gouverneur Larry Hogan, ont défendu l'idée que le parti devait rester concentré sur des thèmes tels que l'économie et la sécurité publique et non sur des manifestations culturelles. Cet épisode a une fois de plus mis en évidence la division interne entre une stratégie basée sur la confrontation permanente et une autre orientée vers la reconstruction d'une image institutionnelle plus pragmatique. Le Super Bowl LX a exposé cette divergence au grand jour. Du côté démocrate, les stratèges ont analysé la situation avec prudence. Ils savent que la visibilité sur les réseaux sociaux ou dans les sondages d'image ne garantit pas la victoire électorale. Néanmoins, ils reconnaissent que, pour la première fois depuis des mois,
il y a eu un épisode ayant eu un large retentissement national sans qu'il soit nécessaire d'attaquer directement l'adversaire. Le spectacle de Bad Bunny, qui aurait pu n'être qu'un simple divertissement, s'est transformé, en raison de la réaction de Trump, en une affirmation politique involontaire et très efficace. À ce jour, il n'y a pas de consensus sur les développements futurs. Ce que l'on peut affirmer, c'est qu'un événement conçu comme un spectacle s'est transformé en une arène de dispute institutionnelle. Comme c'est souvent le cas dans la politique contemporaine aux États-Unis, la culture populaire a de nouveau servi de catalyseur à des tensions latentes que les structures formelles ne parviennent pas encore à traiter pleinement. Le conflit ne s'est pas terminé avec la fin de la chanson ni avec la fin du match. Il se poursuit dans les discours, les campagnes et les décisions stratégiques de ceux qui prétendent gouverner un pays en pleine mutation. L'analyse d'épisodes comme celui-ci nécessite un suivi constant. Tout ce qui semble superficiel n'est pas forcément sans importance. Souvent, ce sont précisément les événements qui échappent au scénario institutionnel qui révèlent la direction dans laquelle celui-ci s'oriente. C'est pourquoi cette chaîne observe non seulement les déclarations officielles, mais aussi les gestes, y compris ceux qui surgissent de manière inattendue.